Bonjour, c'est Chloé, journaliste et fondatrice de Micro-Canap. Je vous souhaite la bienvenue dans ce récap de l'actualité française du mois de juin. Ce mois-ci, l'actualité est chargée, notamment avec la situation politique actuelle en France. C'est pourquoi je ne vous parle que de deux actualités de la région Nouvelle-Aquitaine en deuxième partie d'émission. Hey! Micro-Canap! Première actu, cela concerne les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections européennes se sont déroulées le samedi 8 et le dimanche 9 juin, mais elles ont été éclipsées par la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par le président de la République après l'annonce des résultats et le score historique du Rassemblement national arrivé en tête avec 31,37% des suffrages. Avant de vous parler de la dissolution, je vous rappelle les résultats de ces élections européennes. Au total, la France occupe 81 sièges au Parlement européen. Il y a donc 81 députés français qui sont élus au Parlement européen. Chaque liste ayant obtenu plus de 5% des suffrages remporte un nombre de sièges selon le pourcentage de voix obtenues lors de l'élection. Et pour ces élections européennes 2024, le Rassemblement national arrive en tête avec 31,37% des suffrages, un score historique. Le parti obtient donc 30 sièges au Parlement. En deuxième position, le parti de la majorité présidentielle Ensemble remporte 13 sièges avec 14,60% des suffrages. Le parti socialiste Place Publique arrive en troisième position et décroche 13 sièges avec 13,83% des suffrages. La France Insoumise arrive en quatrième position et obtient 9 sièges avec 9,89% des suffrages. Les Républicains, quant à eux, arrivent en cinquième position et remportent 6 sièges avec 7,25% des suffrages. Les écologistes arrivent en sixième position et décrochent 5 sièges avec 5,50% des suffrages. Et Reconquête arrive en septième position et obtient 5 sièges avec 5,47% des suffrages. C'est à l'annonce des résultats des élections européennes le dimanche 9 juin que le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, comme l'autorise l'article 12 de la Constitution. La dissolution de l'Assemblée nationale est utilisée lorsque l'exécutif considère qu'il n'est plus possible de gouverner avec un Parlement. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. Et quand le Parlement est considéré comme trop hétérogène, sans majorité, ou encore quand le Parlement n'est plus considéré comme étant représentatif du vote des citoyens. Sous la Ve République, soit depuis 1958, la dissolution de l'Assemblée nationale a été utilisée 5 fois. Cette dissolution entraîne donc de nouvelles élections législatives dont le premier tour s'est déroulé le dimanche 30 juin et dont le second tour se déroule ce dimanche 7 juillet. Aucune dissolution n'est possible pendant 1 an après ces élections selon l'article 12 de la Constitution. Durant cette dissolution, le Sénat reste le même mais ne siège pas tant que l'Assemblée nationale n'est pas élue. Le rôle de l'Assemblée nationale est de contrôler l'action du gouvernement et de voter ou non les projets de loi que le gouvernement lui soumet. Résultat, depuis la dissolution, les textes législatifs sont à l'arrêt, comme le projet de fusion en 2026 des entreprises de l'audiovisuel public, le projet de loi sur la fin de vie, la proposition de loi contre la fast fashion, la loi visant à remédier au déséquilibre du marché locatif ou encore au développement de l'offre de logements abordables, le projet de loi visant à simplifier les tâches administratives des PME et d'autres encore. Cette dissolution surprise a été vécue comme une onde de choc pour une partie des citoyens et par la gauche. Du côté de la majorité présidentielle, cette dissolution est considérée comme un pari risqué. Et du côté du Rassemblement national, cette décision a été plutôt bien reçue. Pour rappel, le 18 avril dernier, Jordan Bardella avait indiqué avoir la volonté de demander la dissolution de l'Assemblée nationale en cas de victoire du RN aux élections européennes. Chose faite lors de son discours tenu après l'annonce des résultats des européennes le 9 juin dernier. Depuis l'annonce surprise de ces législatives, plusieurs scénarios sont envisagés concernant l'avenir politique de la France, car dans les faits, le président de la République a besoin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale pour mettre en place ses politiques et gouverner. Et au vu des résultats du premier tour de ces législatives 2024, il est clair que la partie de la majorité présidentielle n'obtiendra pas la majorité des sièges, soit 289 sièges à l'Assemblée. Et lorsque le président de la République n'obtient pas la majorité à l'Assemblée, la tradition veut que le président nomme un Premier ministre issu de la majorité élue à l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cohabitation. Mais attention, c'est une tradition. Le président n'est pas obligé de nommer un ministre issu de la majorité de l'Assemblée. Alors concrètement, quelles sont les options ? L'option numéro 1, c'est la majorité absolue. C'est le Premier ministre issu de la majorité élue à l'Assemblée qui prend la main sur la politique du pays. L'option numéro 2, c'est la coalition. Le président trouve un moyen de s'accorder avec la majorité relative de l'Assemblée pour trouver le moyen de réaliser une partie de ses projets. L'option numéro 3, c'est le blocage dans le cas où aucune majorité se dégage à l'Assemblée.
Dans ce cas, le président peut nommer une équipe chargée des affaires courantes, mais sans réelle marge de manœuvre. Selon la Constitution, il doit attendre 1 an avant de convoquer de nouvelles élections législatives. Deuxième actu, parlons des élections législatives. Le premier tour des législatives s'est déroulé le dimanche 30 juin. Le taux de participation est de 66,71% selon le ministère de l'Intérieur. C'est le plus fort taux de participation depuis le premier tour des élections législatives de 1997. À l'issue du premier tour de ces législatives, le Rassemblement national a obtenu 29,25% des suffrages et 33,15% si on y ajoute les voix accordées à Éric Ciotti. Le nouveau Front populaire a obtenu 27,99% et ensemble, le parti de la majorité présidentielle a obtenu 20,83%. 190 duels sont à prévoir au second tour qui se déroule le dimanche 7 juillet prochain. Sur ces 190 duels, 141 impliquent le Rassemblement national et la moitié implique un candidat RN face à un candidat du nouveau Front populaire. Un nombre record de triangulaires était annoncé pour ce second tour qui se déroule le dimanche 7 juillet. Les triangulaires, c'est lorsque 3 candidats sont qualifiés au second tour au lieu de 2. Était annoncé entre guillemets car les candidats qualifiés avaient jusqu'au mardi 2 juillet 18h pour se désister. Et selon un décompte de l'AFP, mardi 2 juillet à 16h30, plus de 200 candidats, presque tous de gauche ou macronistes, se sont désistés afin d'empêcher une triangulaire et de contrer le RN. Au total, ce sont déjà 76 candidats et candidates qui ont été élus dès le premier tour, puisqu'ils ou elles ont obtenu plus de 50% des votes dans leur circonscription. C'est le cas de 39 élus RN ou LR-RN, de 31 élus du nouveau Front populaire, d'un élu LR et de 2 élus de la coalition présidentielle Ensemble, de 2 élus du centre et d'un élu d'hiver gauche. Comme je disais plus tôt, le second tour de ces législatives se déroule le dimanche 7 juillet. Je vous dresse de suite une liste non exhaustive des programmes des 3 partis arrivés en tête de ce premier tour des élections législatives 2024. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur ces programmes, vous pouvez vous rendre sur le compte Instagram de Microcanap où les programmes y sont plus détaillés, notamment concernant les sujets de société, l'immigration, le pouvoir d'achat, la police, la justice, l'économie et la fiscalité et enfin la santé. Alors concernant les services publics et les sujets de société, le Rassemblement national propose d'abandonner la réforme des retraites, de réserver les prestations sociales selon les cas aux Français ainsi qu'aux personnes qui ont travaillé au moins 5 ans en France. Il prévoit également d'interdire l'obtention d'un logement social aux personnes qui ont un casier judiciaire, je cite, long comme le bras. Le nouveau Front populaire prévoit d'abandonner la réforme des retraites, d'abandonner la réforme de l'assurance chômage et d'annuler la réforme qui conditionne le versement du revenu de solidarité active, le RSA, à au moins 15 heures d'activité hebdomadaire. Le nouveau Front populaire prévoit également de revaloriser les métiers et les salaires et d'augmenter le SMIC à 1 600 € net par mois. Ensemble, le parti de la majorité présidentielle prévoit de revaloriser les retraites au niveau de l'inflation. Il prévoit également de mettre en place une nouvelle réforme de l'assurance chômage. La signature de ce décret a été repoussée au 31 juillet. Il prévoit aussi d'expérimenter la semaine de 4 jours pour les salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Et il prévoit également de rendre automatique le versement des aides sociales dès 2025. Troisième actu, cela concerne le déficit public de la France. Alors il y a plusieurs actus à ce sujet. Pour rappel, le déficit public de la France, soit l'écart entre les dépenses et les recettes, a dépassé la limite autorisée des 3% du PIB. C'est ce qui correspond aux richesses d'un pays sur un an. Avant toute chose, il faut comprendre que le système financier et monétaire international s'est construit autour de plusieurs institutions financières internationales, comme le FMI, la Commission européenne, l'agence de notation américaine Standard & Poor's, S&P. Chaque institution a un rôle et a des objectifs précis et n'agit pas forcément dans tous les pays. Les limites de leurs actions et leur légitimité sont souvent remises en question par des économistes et même par des gouvernements. Le 31 mai, la France a vu sa note S&P passer de AA à AA-. La meilleure note est AAA et la pire est C ou D. Une bonne note est gage de confiance pour les investisseurs et il s'agit de la première dégradation de la note française depuis 2013 par S&P. D'ailleurs, S&P a baissé la note de la France puisqu'elle ne croit pas que le déficit sera ramené sous les 3% du PIB en 2027, comme le gouvernement le prévoit. Il n'y a pas vraiment eu de conséquences des suites de l'abaissement de cette note. En effet, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sur les marchés financiers n'ont pas réagi. Par contre, la dissolution de l'Assemblée nationale a causé une augmentation subite des taux d'emprunt de la France et la place financière de Paris a chuté. S&P a relevé, et je cite,
l'incertitude sur la capacité du gouvernement à continuer à mettre en œuvre des politiques du fait de la fragmentation politique en France. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a quant à lui appelé, et je cite, à respecter les citoyens en reconnaissant les exigences du réel et à ne pas creuser encore davantage des déficits lourds qu'on ne saurait pas bien financer. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a quant à lui de nouveau épinglé les programmes du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire en disant, je cite, « Soit ils mentent et ils ne feront pas ce qu'ils ont dit, et ils feront des économies sur le dos des Français, ou augmenteront les impôts pour tenir cet objectif sous les 3%, soit ils ne mentent pas et ils seront, chiffres à l'appui, au-dessus des 7% de déficit dans les années qui viennent. » Ensuite, le 19 juin, la Commission européenne a épinglé la France et 6 autres pays pour déficit public excessif. Paris a jusqu'à juin 2025 pour prendre des premières mesures avant d'être passible de sanctions financières si des mesures correctrices pour respecter les règles budgétaires de l'Union européenne ne sont pas prises. Même si en réalité, aucune mesure de ce type n'a jamais été appliquée. Pour information, la France a été la plupart du temps en procédure de déficit excessif depuis la création de l'euro dans les années 2000. Elle en était toutefois sortie en 2017. Quatrième actu, direction la Nouvelle-Calédonie. Depuis 7 semaines, la Nouvelle-Calédonie est en proie à des tensions en rapport avec un projet de réforme constitutionnelle permettant un dégel du corps électoral qui, selon les opposants, marginaliserait davantage le peuple autochtone kanak. Je vous fais le point sur la situation. Depuis le début des tensions, 9 personnes, dont 2 gendarmes et dont un mineur de 17 ans, sont décédées, selon le dernier bilan officiel. Le projet de loi de la réforme constitutionnelle a été suspendu par le président Emmanuel Macron 3 jours après sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale. La Nouvelle-Calédonie est cependant toujours sous couvre-feu, qui est prolongé jusqu'au 8 juillet. Le lundi 17 juin, l'aéroport international de Nouméa a rouvert, ainsi que les écoles, après 5 semaines de fermeture. 11 personnes ont été mises en examen, dont 9 ont été placées en détention provisoire. 7 d'entre elles ont été transférées en métropole pour y être incarcérées, dont Christian Tin, le leader du mouvement à l'origine du soulèvement contre la réforme du corps électoral. Monsieur Tin est considéré comme le dirigeant de la cellule de coordination des actions du terrain, le CCAT, une organisation créée en novembre 2023 et dont les responsables sont accusés par les autorités d'être les commanditaires des violences ayant secoué la Nouvelle-Calédonie. Dans la nuit du 23 au 24 juin, les tensions ont repris avec incendies et affrontements, des suites du placement en détention provisoire en métropole de Christian Tin. Et fin juin, à Nouméa, 2 militants indépendantistes ont été écroués pour tentative de meurtre sur des policiers. Cinquième actu, cela concerne les droits humains. Ce mois-ci, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous en cite un maximum, sans forcément rentrer dans les détails. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'analyse un sujet en particulier. Premièrement, la réforme controversée de l'assurance chômage a été suspendue par le gouvernement jusqu'au 31 juillet. Ensuite, le 27 juin 2024, a signé les 1 an de la mort de Naël, un jeune homme de 17 ans tué par un policier alors qu'il refusait d'obtempérer dans une rue de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Après ce drame, 3 nuits d'émeutes intenses ont eu lieu à travers la France. Alors, où en est l'enquête ? Florian, policier de 38 ans, est mis en examen pour homicide volontaire. Il a été placé pendant 5 mois en détention provisoire avant d'être remis en liberté en novembre 2023 et placé sous contrôle judiciaire. Il n'exerce plus son métier et il est soumis depuis les faits à une interdiction de port d'armes. Depuis 1 an, l'enquête se poursuit, une reconstitution a été réalisée ainsi qu'une autopsie, des interrogatoires et des études de vidéos. L'instruction devrait être terminée dans les prochains mois. Eurodisney est sanctionné de 400 000 € d'amende pour pratiques commerciales trompeuses. Une décision qui a été annoncée par la répression des fraudes le lundi 24 juin. La raison, concrètement, des quotas ont restreint l'accès au parc pour les détenteurs de passes annuels. Ce pass est pourtant censé permettre d'accéder aux attractions chaque jour de l'année. Le lundi 3 juin, des élus de la ville de Paris ont tiré la sonnette d'alarme quant au déficit de logements étudiants dans la ville de Paris. En effet, plusieurs dizaines de milliers d'étudiants risquent de ne pas trouver de logement privé à la rentrée à Paris. À Lille, un étudiant a inventé Soli, une application de dons et une carte de paiement pour aider les sans-abri. L'inspection des armées appelle à durcir les sanctions contre les auteurs de violences sexuelles dans un rapport rendu public le jeudi 12 juin. Ce rapport, présenté au ministre des Armées, regroupe 50 recommandations pour mieux traiter les violences sexistes et sexuelles dans l'armée. Parmi ces recommandations, la suspension d'un militaire dès que des faits crédibles de violence lui sont assignés. Cela fait suite aux témoignages de femmes militaires ayant subi des violences. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le mardi 4 juin avoir demandé l'interdiction de la manifestation prévue par les Soulèvements de la Terre contre le chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres. Au total, 17 communes étaient concernées par cette interdiction d'une durée de 5 jours, du mercredi 5 au lundi 10 juin. Alors pourquoi ce chantier mobilise depuis plus d'1 an ? Eh bien, le chantier prévoit d'allonger l'A69 de 53 km et il est critiqué par des mouvements de gauche, des écologistes et des scientifiques
car il dénonce entre autres la destruction de zones humides, de terres agricoles, d'arbres, d'écosystèmes et de nappes phréatiques pour un gain de temps, selon eux, faible. Un centre médical fréquenté par des sans-abri va fermer ses portes pendant les Jeux de Paris du 1er juillet au 15 septembre. Le centre de soins est géré par l'ONG Médecins du Monde et est situé en Seine-Saint-Denis, près des sites olympiques. C'est l'ONG qui a pris cette décision pour ne pas exposer les sans-abri au risque d'arrestation. Un protocole pour améliorer la sécurité des agents pénitentiaires a été signé le jeudi 13 juin dernier. Au total, 30 mesures ont été négociées et signées entre le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et les 4 organisations syndicales de l'administration pénitentiaire. Ces mesures font suite du choc provoqué par l'attaque du convoi transportant Mohamed Amara à la mi-mai. Le guet-apens au péage d'Incarville dans l'Eure avait causé la mort de 2 agents et 3 autres avaient été blessés. Le parquet de Paris a annoncé le mardi 25 juin la fermeture du site de rencontre Coco, mis en cause notamment dans des guet-apens homophobes. Plus de 23 000 faits ont été dénoncés comme ayant été commis par l'intermédiaire de ce site. Une information judiciaire a été ouverte. Les policiers stagiaires sont autorisés à porter leurs armes en dehors du service ou de l'école, selon un arrêté publié le vendredi 14 juin au journal officiel. Ce port d'armes nécessite cependant une autorisation individuelle de la part du directeur de l'école et concerne uniquement les stagiaires. Les élèves, quant à eux, ne sont pas autorisés à porter leurs armes en dehors des heures de service. Pour rappel, la formation dure 1 an. Les élèves deviennent donc stagiaires au bout d'1 an. La garantie Visale est désormais ouverte aux travailleurs saisonniers confrontés à d'importantes difficultés pour se loger. Ce dispositif est accordé par l'organisme Action Logement et il garantit le paiement du loyer et des charges aux propriétaires. Jusqu'à présent, seuls les moins de 30 ans et les salariés en mobilité pouvaient y prétendre. Deliveroo a été condamné à payer une amende de 375 000 € pour travail dissimulé, donc du travail au noir. Et 2 anciens dirigeants français de l'entreprise ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et 30 000 € d'amende. La RATP et Île-de-France Mobilité ont signé mercredi 5 juin une charte de l'accessibilité. Elle prévoit des actions concrètes pour faciliter les déplacements des personnes aveugles. Un nouvel outil de protection des victimes de violences intrafamiliales a définitivement été adopté après un ultime vote de l'Assemblée nationale le mercredi 5 juin. En 24 heures, les juges pourront prononcer des mesures de protection en cas de danger et de violence vraisemblables. L'objectif avec cet outil est de ne pas laisser la victime sans protection durant l'attente d'une décision sur sa demande d'ordonnance de protection. Sixième actu, cela concerne l'éducation. Cette année, ils étaient 728 164 candidats âgés de 9 à 76 ans à passer le bac. Un record selon le ministère de l'Éducation. Les résultats seront communiqués le 8 juillet 2024 et le 11 juillet pour les rattrapages. Du 30 mai au 11 juin 2024, la plateforme Parcoursup livrait les résultats d'admission des formations demandées par les lycéens et 555 989 lycéens ont déjà reçu au moins une proposition d'admission. La phase d'admission complémentaire de Parcoursup qui permet de formuler 10 nouveaux vœux dans les formations pour lesquelles il reste encore de la place a débuté le mardi 11 juin et se poursuit jusqu'au 12 juillet. La plateforme Mon Master, qui permet aux étudiants titulaires d'un Bac+3 de postuler à un master, a livré ses résultats. 226 973 candidats ont validé au moins un vœu sur la plateforme pour la rentrée 2024. Les étudiants dont les vœux n'ont pas été acceptés peuvent cette année reformuler 10 nouveaux vœux lors d'une phase complémentaire qui se déroule du mardi 25 juin jusqu'au 31 juillet. Cette année, plus de 1500 postes de professeurs des écoles n'ont pas été pourvus au concours des enseignants pour la rentrée 2024. Soit 15% des effectifs recherchés. Ces chiffres ont été relayés par les syndicats le lundi 17 juin dernier. Ces derniers alertent d'ailleurs sur une pénurie durable d'enseignants. Septième actu, cela concerne le secteur de la santé. Les consultations médicales augmentent pour atteindre 30 € chez le généraliste, 40 € chez le gynécologue, 57 € chez le psychiatre ou le neurologue. Cependant, le tarif chez les psychiatres atteindra même 75 € pour les patients de moins de 25 ans et ces tarifs augmenteront une première fois en décembre 2024, puis une seconde fois en juillet 2025. Les tarifs augmentent des suites d'un accord adopté pour 5 ans entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Après plusieurs semaines de négociations, les officines pharmacies de ville ont signé vendredi 7 juin de nouvelles conditions tarifaires avec l'assurance maladie. Fin mai, les pharmaciens s'étaient mis en grève massivement. 18 000 officines sur 20 000 avaient fermé leurs portes pendant une journée. Le secteur proteste contre la pénurie de médicaments, le risque de dérégulation de la vente en ligne et des tarifs jugés insuffisants, notamment pour faire face à l'inflation. Dernière actu à ce sujet, les autorités sanitaires ont recensé 210 cas de choléra à Mayotte depuis l'identification de la première personne atteinte de la maladie dans l'archipel le 18 mars dernier. L'épidémie a provoqué 2 décès depuis mi-mars. Huitième actu et parlons environnement. Première actu à ce sujet, la France poursuit la baisse de ses émissions de gaz à effet de serre au premier trimestre 2024 avec une baisse de 5,3%.
La France avait déjà réalisé une baisse de 5,8% de ses émissions de gaz à effet de serre en 2023, selon les données du CITEPA, l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire des émissions nationales. Troisième actu, le 18 juin dernier, le ministère de l'Agriculture a annoncé une augmentation de 15 millions d'euros du dispositif d'aide pour l'agriculture biologique en 2024. Dans le même temps, les agriculteurs de la filière bio se sont mobilisés et se mobilisent toujours pour dénoncer les retards de paiement de ces aides. Le niveau des nappes phréatiques françaises est très satisfaisant sur une grande partie du territoire selon le BRGM, le Service géologique national. Les niveaux sont généralement au-dessus des normales mensuelles. Seul le Roussillon, l'Aude et la Corse enregistrent des niveaux défavorables. De fait, plus de la moitié des communes de Haute-Corse sont placées en alerte sécheresse depuis le 10 juin dernier. Cette décision impose des mesures de restriction afin d'assurer la préservation de la ressource en eau. 9e actu, la France a été secouée par plusieurs manifestations dont je vous explique les raisons tout de suite. Le 1er juin, plusieurs centaines de personnes ont entamé une marche pour la paix à Utah Beach, à quelques jours du 80e anniversaire du débarquement. Les participants et participantes ont marché sur 20 km dans un cortège de 800 personnes. Le 9 juin, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour protester après les résultats du Rassemblement national aux élections européennes. S'étant suivi plusieurs autres manifestations contre le Rassemblement national et contre l'extrême droite durant le mois de juin. Le lundi 10 juin, Emmanuel Macron était à Oradour-sur-Glane pour commémorer les 80 ans du massacre d'Oradour. Pour la première fois, le président de la République française était accompagné de son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, et ils ont notamment salué le travail de réconciliation mené par les deux pays. Le lundi 10 juin, la quasi-totalité des praticiens du centre hospitalier de Mayotte ont manifesté pour dénoncer le manque de soignants. Cette mobilisation survient un an jour pour jour après une grève qui dénonçait déjà la pénurie d'effectifs qui touche l'établissement. Le service des urgences fonctionne sans responsable avec 4 urgentistes sur les 37 nécessaires. Les médecins demandent à être reçus par l'Agence régionale de santé pour trouver une solution. Le mardi 18 juin, 7 personnes, dont une journaliste du média Blast qui couvrait l'événement, ont été interpellées lors d'une manifestation contre la vente d'armes à Israël. Les manifestants et manifestantes se sont introduits au siège de la société d'armement Exelia à Paris. Les 7 personnes, dont la journaliste, ont été placées en garde à vue pour, je cite, des faits de participation à un groupement en vue de commettre des dégradations et dégradations volontaires en réunion. Au total, la journaliste de Blast sera restée en garde à vue durant 30 heures. Sa garde à vue a été prolongée car elle a refusé de communiquer les codes de son téléphone, saisi par les policiers, afin de protéger ses sources. Le média Blast a dénoncé, je cite, une atteinte grave et injustifiable à la liberté d'informer. L'ONG Reporters sans frontières a alerté, je cite, un risque d'atteinte au secret des sources et a exigé sa libération. Et son avocat considère sa garde à vue et la demande d'accès à son téléphone abusif. La journaliste attaque l'État pour faute lourde. Le mercredi 19 juin, plusieurs centaines de personnes ont manifesté contre l'antisémitisme dans la ville des Hauts-de-Seine en région parisienne, une semaine après un viol à caractère antisémite d'une fille de 12 ans par 3 adolescents âgés de 12 et 13 ans. Quelques centaines de personnes se sont à nouveau rassemblées le vendredi 21 juin puis le dimanche 23 juin à Courbevoie. Les 3 adolescents de 12 et 13 ans ont été interpellés et présentés devant un juge d'instruction le lundi 17 juin. 2 d'entre eux ont notamment été mis en examen pour viol aggravé et écroué. Le 3e a été placé sous le statut de témoin assisté concernant les faits de viol et est mis en examen pour le reste des infractions. Le 22 juin, environ 150 personnes ont participé à la première marche des fiertés d'Ajaccio. C'est la seconde marche des fiertés de Corse après celle organisée le samedi 17 juin 2023 à Bastia. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Première actu, en Vienne, voici les résultats du premier tour des législatives qui s'est déroulé le dimanche 30 juin. Le département élit 4 députés sur les 577 que compte l'Assemblée nationale. Dans la première circonscription, Lisa Bellucco du Nouveau Front Populaire arrive en tête avec 33,14% des voix. Elle devance Emmanuel Darle du Rassemblement national qui obtient 28,93% des voix et Séverine Simpé de l'Union de la droite qui obtient 28,85% des voix. Dans la deuxième circonscription, Sacha Houlié de la majorité présidentielle obtient 33,21% des suffrages devant Valérie Soumaï du Nouveau Front Populaire qui obtient 28,63% des voix et Estelle Chevalier du Rassemblement national qui obtient 24,42% des votes. Dans les 3e et 4e circonscriptions, la gauche s'est désistée en faveur des députés sortants Modem Ensemble pour, je cite, faire barrage au RN qui a récolté plus de 40% des voix dans les 2 cas. Deuxième actu à Limoges, l'école d'ingénieurs Lyriav devient l'ENSAR au même titre que l'ENSI de Poitiers. Le centre de formation de l'ENSAR est installé sur le campus de Niort de l'université de Poitiers. Le centre propose 2 masters en formation traditionnelle ou en alternance, accessibles à Bac+3 via la plateforme monmaster.gouv.
La date limite d'inscription pour les masters sécurité incendie et Acturia est le 12 juillet. Je vous mets le lien de l'école en description si vous souhaitez avoir plus d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé ce récap de l'actu française du mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez soutenir ce projet de médias indépendants. D'ailleurs, Microcanap est aussi disponible en version audio sur Deezer, Apple Podcasts et Spotify. Et n'hésitez pas à nous soumettre des idées de sujets à traiter en commentaire. Je vous retrouve à la fin du mois de juillet pour un nouveau récap de l'actualité française. Microcanap!